La méthode des coûts complets est une des méthodes d'analyse des coûts. Alors, avant de traiter ça, donc on va commencer par euh, rappeler ce que la comptabilité financière nous donne comme information. Donc, la comptabilité financière ou la comptabilité générale est obligatoire. Donc, elle respecte un certain nombre de normes. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, c'est la loi qui nous l'impose. Pour permettre justement aux parties prenantes, donc tous les partenaires de l'entreprise, toutes les personnes qui peuvent être intéressées par l'entreprise, d'avoir la même information faite en respectant les mêmes règles. Ça aboutit à la fin justement à des documents qui donnent une image du patrimoine de l'entreprise et de son résultat. Ces documents, c'est essentiellement le bilan et le compte de résultat et l'annexe qui est un complément à ces deux documents indispensables. Alors, ça donne des informations et ça peut permettre, donc ces comptes de résultats et ce bilan, ça peut permettre de faire une analyse, mais elle reste limitée lorsqu'on veut avoir certaines informations. Par exemple, le compte de résultat ne nous donne pas le résultat par produit, par exemple, par service. Donc ça nous donne le résultat global, qu'il soit perte ou bénéfice, et ne nous permet pas, par exemple, de décider d'accepter une offre de sous-traitance ou de la refuser en fonction des coûts. Ça ne nous permet pas de délocaliser, par exemple, une production, de décider de moderniser telle ou telle production. Bien entendu, on parle là de l'aspect coût, uniquement de ce que ça coûte. Donc il faut mettre en place quelque chose qui permet ce genre de choses. Donc cette comptabilité de gestion, qui englobe entre autres la méthode des coûts complets et d'autres méthodes, qui ne seront pas traitées ici, va être adaptée aux besoins de l'entreprise et à la situation de l'entreprise. Alors on va partir d'un cas concret, c'est un sujet d'examen aménagé pour simplifier la présentation. Cette entreprise fabrique deux produits. Elle a un résultat qui est de 4430,40 pour le mois de janvier. Elle veut lancer un nouveau produit, mais elle veut connaître le résultat de chacun des produits actuels. Alors le compte de résultat, l'extrait en tout cas du compte de résultat, notamment pour les produits et les charges d'exploitation, se présente de cette manière-là. Alors nous avons d'abord l'achat des matières premières, donc les deux sont mélangés, mais on pourrait avec la comptabilité distinguer les deux. Il suffit d'attribuer des numéros de compte différents pour chacune des matières. Ça n'empêche que le compte de résultat lui-même nous présente une seule ligne, achat de matières premières. On a les autres charges. De l'autre côté, c'est les ventes de produits finis. Évidemment, c'est une seule ligne pour tous les produits finis, mais on pourrait, dans le système de comptabilité financière, attribuer un numéro de compte pour chaque type de produit vendu. Alors, pour pouvoir calculer le coût, nous avons besoin de connaître donc les ventes détaillées par produit. Ça, c'est relativement facile à paramétrer dans un logiciel comptable. Il suffit de, si c'est des produits finis, le numéro de compte c'est 701. On va mettre 701,01 par exemple pour le produit 1, 701,02 pour le produit 2. Donc ça nous permettra d'avoir à la fin le total des ventes par produit. Le coût de revient de chaque produit, donc là le coût c'est avec les charges qu'on doit le calculer, sauf que, comme on le voit ici, les charges de personnel, elles sont communes à toute l'entreprise. Donc il est très difficile de savoir comme ça, donc il faudra forcément faire un traitement. Les impôts et taxes, même chose. Et ainsi de suite pour beaucoup d'autres charges. Donc, pour connaître le coût de revient, c'est-à-dire un produit que nous vendons à un prix, à combien il nous revient globalement, on est obligé d'abord de connaître son coût de production, ce qu'il nous a coûté à la production. Ben, justement, pour calculer ce coût de production, nous sommes obligés de connaître le coût d'achat de chacune des matières premières. Donc, dans l'ordre, on va devoir commencer par calculer le coût d'achat. Et une fois qu'on a déterminé le coût d'achat, on pourra calculer le coût de production. Donc le coût d'achat concerne ce qu'on a acheté, puis le coût de production concerne ce qu'on a produit, et le coût de revient concerne ce qu'on a vendu. Alors, pour visualiser un petit peu ça, on peut faire un schéma de production. Évidemment, ce schéma est très simplifié. Dans une entreprise, il peut être très complexe. Alors,
La première étape, donc, c'est l'achat des matières premières. Évidemment, ici, on a choisi deux, il peut y en avoir plus, comme il peut y avoir une seule. Donc, ces deux matières premières sont achetées. Elles vont être... Donc, il faudra qu'on calcule leur coût d'achat. Alors, le coût implique plusieurs charges. Évidemment, imaginons que nous achetons la matière M1 à 2 euros le kilo. Euh, donc, cette matière, quand on calcule son coût, il y aura 2 euros par kilo. Mais en plus de ça, il y a des charges qui sont communes à ces deux matières et qu'on va devoir répartir en fonction d'un critère. On verra ça lorsqu'on parlera des charges indirectes. Donc le prix que je paye au fournisseur, c'est une charge directe. Ça nous concerne. Ce que je paye pour la matière M1 ne concerne que la matière M1. Ce que je paye pour la matière M2 ne concerne que la matière M2. Et s'il y a des charges communes qu'il faudra répartir entre ces deux matières ou plusieurs autres matières, il va falloir qu'on trouve un critère qu'on appelle une unité d'œuvre de répartition entre ces matières, et ça sera les charges indirectes. La deuxième étape, une fois qu'on a calculé le coût d'achat, lorsque l'entreprise fonctionne sur stock, ce qu'elle vient d'acheter va rejoindre les matières premières qui restaient en stock. Évidemment, le coût de ce qui vient d'être acheté peut être différent du coût de ce qui était en stock. Donc il va falloir qu'on calcule un coût moyen, en tout cas qu'on utilise une méthode, notamment coût moyen c'est la plus simple, qui nous permette de connaître le coût de ce qu'on va consommer. Puisque, comme dans l'exemple de tout à l'heure, si j'avais acheté des matières à 2 euros et que globalement ça me revient à 2 euros 10 centimes, 2,10, si en stock il y avait des matières à 2 euros, il est clair qu'il va falloir calculer une moyenne pour savoir quelle est la valeur, donc quel est le coût de ce qu'on a consommé. Donc, lorsqu'il n'y a pas de stock, évidemment, tout ce qu'on achète va directement en production. L'étape suivante, c'est la production. Alors la production, dans le cas présent, il s'agit d'un cas fictif évidemment. Les matières premières passent à l'atelier 1. Comme il n'y a pas de stockage entre les deux et que ça passe ensuite à l'atelier conditionnement, je peux donc calculer le coût de production, donc de ce qui va sortir de l'atelier de conditionnement. Alors, ce qui va sortir de l'atelier conditionnement va rejoindre le stock. Donc ici aussi, je vais avoir, comme tout à l'heure, des charges directes qui concernent cette production et des charges indirectes qui concernent cette production. Par exemple, la consommation de matières premières, c'est une charge directe. Il peut y avoir de la main-d'œuvre directe. Il peut y avoir d'autres charges directes. Mais par contre, il y aura des charges qui seront communes à ces deux produits. Dans le cas présent, on n'a prévu que deux produits. Donc les charges communes à ces deux produits, dans l'atelier 1, dans l'atelier 2 et dans l'atelier de conditionnement, et qui seront réparties selon les critères le plus pertinents. Le plus pertinent n'est pas nécessairement le plus simple, mais on essaie de répartir de la manière la plus juste pour pouvoir avoir une information la plus proche de la réalité pour se baser dessus pour prendre des décisions. Donc, le coût de production des SR ne peut pas se faire si on n'a pas fait ce compte de stock lorsqu'il y a stockage. Et le compte de stock ne peut pas se faire si on n'a pas calculé le coût d'achat des matières. Alors, une fois que les produits finis sont sortis de la production et qu'ils sont stockés, ils vont rejoindre eux aussi les produits qui étaient déjà en stock. Et donc, là aussi, il y aura une différence de coût entre ce qu'on vient de produire et ce qu'il y avait en stock. Il faudra calculer la moyenne pour connaître le coût de ce qu'on aura vendu, puisque de l'atelier des stocks de produits finis, lorsqu'il y a une sortie, ça sera pour la vente. Donc, pour savoir exactement ce qu'on gagne ou pas sur ce produit, il va falloir calculer le coût de revient, c'est-à-dire à ce coût de production de ce qui est vendu, de ce qui sort de nos stocks, il va falloir qu'on rajoute les frais qui concernent ce qui est vendu, notamment c'est les frais de distribution qui ne concernent que les produits vendus. Et ça nous donnera donc le coût de revient, et c'est ce coût de revient qu'on va pouvoir comparer au prix de vente pour savoir si nous réalisons un bénéfice ou une perte. On va donc synthétiser ça avec un exemple très simplifié où c'est le même exemple, sauf que je ne reprends que la matière M1. Donc on aura une seule matière qui intervient pour le produit. Il n'y aura que le produit P1. Mais le produit P2 est derrière, donc on va considérer qu'il est là et le produit M1 est là. Alors la comptabilité financière, comme on l'avait dit tout à l'heure, nous fournit le compte de résultat avec des produits et des charges. Alors ces charges
sont à répartir en deux. D'abord, des charges directes, des charges qui concernent directement, par exemple, certaines, le coût d'achat de la matière première, certaines, le coût de production du produit P1, évidemment du produit P2 aussi pour sa part. C'est par exemple ce que j'achète, le prix d'achat de matière M1 ne concerne que M1, ne concerne pas M2. Par exemple, la main-d'œuvre directe, donc les salariés qui travaillent lorsque je sais combien d'heures c'est pour le produit P1, ne concerne que P1. Donc on aura la même chose pour les produits P2, P3, etc. La même chose pour le coût de revient du produit P1. Le coût de production, par exemple, du produit P1 ne concerne que le produit P1. Mais s'il y a d'autres fournitures qui ne concernent que le produit P1, elles seront des charges directes du produit P1. La deuxième partie des charges, c'est celle qu'on ne peut pas attribuer directement à un coût. On rappelle ce qu'on avait vu tout à l'heure, la hiérarchie des coûts. Je fais d'abord mon coût d'achat, puis mon coût de production, puis mon coût de revient. Et lorsqu'il y a un stockage, ce qui est le cas ici pour la matière première et produit, avant de passer à l'étape suivante, on fait un calcul de stock. Les charges indirectes, par contre, elles nécessitent un traitement. Ce traitement, donc, ça consiste, alors la première étape, c'est la répartition primaire. On essaie de constituer des centres, on regroupe les charges. Par exemple, ici, on a l'entretien, on a l'approvisionnement qui concerne tout ce qu'on achète, on a l'atelier 1, l'atelier 2, le conditionnement, l'administration générale ou la distribution, et on essaie de regrouper les charges. Alors, on essaie de les répartir. Alors, là, il s'agit d'observation. Si on répartit n'importe comment, on aura un résultat à la fin qui sera un résultat arbitraire et qui peut nous faire prendre de mauvaises décisions. Donc, il s'agit de se rapprocher au maximum de la réalité, entre guillemets. La première répartition, c'est la répartition primaire. Alors, la répartition secondaire consiste tout simplement à prendre les centres dits auxiliaires, c'est-à-dire les centres qui ne font que travailler pour les autres, et à les répartir sur les centres primaires, notamment le centre d'approvisionnement, les centres de production en général et le centre de distribution après. Donc, au niveau de ces tableaux de répartition, donc nous avons pour chaque centre, là on le voit après la répartition secondaire, là par exemple, nous avons des charges qu'il faut répartir entre les différentes matières qu'on achète. Nous ici, on a M1, mais on doit avoir M2, M3 éventuellement. Ces 2740 sont des charges communes et on doit les répartir en fonction d'un critère. Alors le critère qui a été choisi ici, c'est le prix d'achat des matières premières achetées. Ça veut dire que, en gros, on s'est dit, on va faire le total de tous nos achats, toutes matières confondues, et on divisera 2740 par ces achats. Ça nous donnera ce qu'on va mettre pour chaque euro d'achat, pour chacune des matières. Donc, en gros, si une matière représente la moitié de nos achats, elle prendra la moitié de ces 2740. Ici, l'atelier 1, il s'agit des charges concernant les produits qui passent par l'atelier 1, c'est 4760, et on doit les répartir entre les différents produits, donc en fonction d'un critère qui a été choisi ici, c'est la quantité traitée et non pas traitée tout court. Donc une fois qu'on a réparti, on saura les attribuer à chacun des produits. Donc les 4760 ne concernent pas un seul produit, ils concernent plusieurs produits. Donc ils rentreront dans le coût de production de chacun des produits. On passe à l'atelier 2, l'atelier 3. Par contre, l'administration générale ou la distribution ne concerne que ce qui est vendu. Alors, on va commencer par chercher donc ce qu'on appelle le nombre d'unités d'œuvre. L'unité d'œuvre, c'est le critère en fonction duquel on va répartir. Là, ici, par exemple, 54 800, ça veut dire qu'on est allé chercher le total des achats des différentes matières. Donc, on a pris M1, M2, M3, le total global du mois, donc on l'a mis là. Ici, on a cherché la quantité traitée, on a trouvé 1360. Ça veut dire que dans cet atelier, il y a 1360, alors c'est la matière M1 où il faut voir ce qui a été traité, qui a été mise là. Ici, c'est les quantités de pièces produites, avec un quantité, oui. Donc 750, c'est la totalité de la production. Évidemment, ça comprend
ce qui concerne le produit P1, mais aussi ce qui concerne les autres produits. Conditionnement, c'est la quantité de P1 produite. Donc là, effectivement, c'est que le produit P1. Mais évidemment, dans les 70, il y a autre chose que le produit P1. Et euh, le chiffre d'affaires, par contre, ici, c'est l'administration en général, sera répartie en fonction du chiffre d'affaires des produits vendus, pas des P1, des produits vendus. Donc les 71 520, c'est notre chiffre d'affaires, c'est ce qu'on a prévu de vendre, c'est ce qu'on a vendu pardon, pour le mois de janvier, puisque le calcul de coût peut se faire aussi de manière prévisionnelle. Bien, on passe donc maintenant au calcul justement de l'unité d'œuvre. Donc il s'agit de diviser le total des coûts par le nombre d'unités d'œuvre. Ça fait que pour chaque euro acheté, on devra attribuer 0,05. Pour chaque quantité traitée donc, dans l'atelier 1 de la matière, on mettra 3,50 €. Donc si on a traité 50, on mettra 50 fois 3,50. Si on a traité 2, ben, ce sera 2 fois 3,50. Et ainsi de suite. Alors la première étape, donc, c'est le calcul du coût d'achat. On va commencer par ça. Ici, dans le cas présent, on a acheté 3 000 à 8 €, 24 000. Ça, c'est une charge directe, c'est ce qu'on a payé directement au fournisseur. Maintenant, pour le centre approvisionnement, c'est-à-dire les charges indirectes. Les quantités, il n'y a pas à réfléchir, il faut aller regarder dans le tableau quelle est l'unité d'œuvre. Ici, le prix d'achat des matières premières achetées. Le prix d'achat de ce que j'ai acheté, c'est 24 000. Donc, je prends 24 000. Le coût, c'est le coût que j'ai dans le tableau, 0,05. Donc, à chaque fois qu'il s'agit des charges indirectes, pour mettre les quantités, il faut aller regarder la nature de l'unité d'œuvre. Donc, c'est dans cette partie-là que nous avons la nature de ce qu'il faut. Et bien sûr, d'un centre à l'autre, ça change. Ici, si on nous avait dit l'unité d'œuvre, c'est les quantités achetées, j'aurais dû mettre 3 000. Mais bien sûr, le coût de l'unité d'œuvre, je prends toujours ce coût d'unité d'œuvre. Ensuite, ça me permet maintenant de calculer le coût d'achat. J'ai acheté 3 000 à 24 000 plus 1 200, 25 200, ce qui me fait un coût unitaire de 8,40. Donc j'ai payé à mon fournisseur 8 €, mais en coût, ça me revient à 8,40. Ben, c'est ce que je viens d'acheter qui va rentrer en stock. Donc c'est ces 3 000 à 8,40 qui rentrent en stock. Et ça va rejoindre ce qu'on avait en stock, qui était 200 à 1360. Donc là, je vais faire une moyenne pour connaître le coût moyen pondéré. Et la moyenne, c'est 8,30. Ce qui veut dire que pendant ce mois-ci, j'ai disposé de 3 600 à un coût unitaire de 8,30. Donc tout ce que je vais consommer, et ce qui restera en stock, ça aura une valeur unitaire de 8,30. La consommation, je ne peux pas la deviner, il faut que je puisse la calculer ou que je puisse l'observer. Donc j'ai l'information, c'est 1360. Donc le reste, c'est mon stock final. C'est cette consommation qui va être une charge directe de consommation de matières premières. Ensuite, je vais avoir d'autres charges directes, évidemment, que je peux chercher dans les informations que j'ai récoltées. Il s'agit de la production du produit P1. Donc, ce n'est pas la main-d'œuvre directe de tous les produits. Chaque produit aura la sienne. La main-d'œuvre directe, ça veut dire qu'elle concerne directement ce produit. Ensuite, on aura les charges indirectes. Alors, le centre atelier 1, 2 et le conditionnement. Pour connaître la quantité, alors le coût unitaire, c'est très simple, c'est 3,50, 7,20 et 53,40. Si les choses ont été faites avant, il n'y a pas de difficulté. Par contre, au niveau de l'unité d'œuvre, il s'agit de chercher à chaque fois ce qui est noté ici comme unité d'œuvre. Alors dans le cas présent, c'est donné, de telle sorte qu'on n'ait pas à calculer, donc c'est 800 à 3,50, ça fait 280, c'est 450 à 7,20, ça fait 3240, et c'est 50, ça veut dire qu'on a produit 50 produits P1, donc conditionnés, mis dans des colis, à 53,40. Donc, ici, on peut constater que pour l'atelier 1, on a 800 ici, et ici, il y a 1360. Ça veut dire que le reste, c'est le produit P2, a priori, ou éventuellement P2, P3, mais on nous a dit au départ qu'il n'y a que 2 produits. Ici, c'est 450 et on a 750. Ça veut dire qu'il y a 300 qui concernent l'autre produit. Ici, on a produit 50 et la production globale, elle est de 70. Il ne s'agit pas de P1, mais de P, tout simplement. Donc, maintenant, je peux calculer le coût
de production des produits P1. Ce qu'on a produit, c'est 50. Et le total des coûts, c'est ça. Donc en divisant, on se retrouve avec un coût de production de 371,40. Ça veut dire que sur le mois de janvier, on a produit 50 à une valeur unitaire de, donc coût de production unitaire de 371,40. Et comme pour les matières premières, ça va rejoindre en stock ce qu'il y avait déjà en stock. Donc ça va rejoindre en stock 10 produits qui étaient déjà là et dont la valeur unitaire était de 363, puisque la valeur des 10, c'est 3600. On va donc faire comme tout à l'heure, le total, ça fait qu'on a disposé pendant le mois de janvier de 60 produits à une valeur totale de 22 200, et en divisant, ça nous fait 370. Ce qui veut dire que le coût de production unitaire de ce dont on dispose, c'est 370. Maintenant, les sorties, c'est les sorties vers les ventes. Donc, la somme de 17 760 correspond au coût de production des 48 produits vendus. Donc, les entrées, là, les 18 570, c'est le coût de production du mois. Par contre, de ce qui a été produit pendant le mois. Par contre, les 17 760, c'est le coût de production de ce qui a été vendu. C'est ça la charge directe, c'est une des charges directes. Dans le cas présent, c'est la seule. Qui concerne le coût de revient. Donc le coût de revient, c'est les 17 760 qui correspondent aux 48 produits vendus, plus des charges indirectes, c'est celles qui concernent l'administration générale. Alors l'unité d'œuvre, ici il s'agit du chiffre d'affaires des produits vendus. Comme le chiffre d'affaires, le prix de vente était de 400, c'est ce qu'on on ne l'a pas donné, mais 400 produits. Donc, il suffit de multiplier 400 par 48 et on aura le chiffre d'affaires en question, multiplié par 0,08. Ça nous donne 1536. On aurait pu nous dire que l'unité d'œuvre ici, c'est le coût de production des produits vendus. Comme leur coût de production, c'est 17 760, on aurait pris 17 760. Évidemment, le coût unitaire aurait été différent, puisque l'unité d'œuvre serait différente. Donc maintenant qu'on a terminé, on va calculer le coût de revient des 48 colis. 19 296 correspondent à un coût unitaire de 402 €. Alors, sachant que le prix de vente est de 400, nous vendons donc a priori à perte. Alors, je dis bien a priori, puisque lorsqu'on a des charges indirectes, plus on a de charges indirectes, plus la répartition peut poser des problèmes et peut induire en erreur. Par exemple, comme je viens de le dire, si on répartit les charges d'administration en fonction du coût de production, ça changerait peut-être la part des charges indirectes de distribution que chacun des produits pourra supporter. Même chose pour les matières premières, même chose pour les autres centres. Donc, plus les charges indirectes sont importantes, plus il faut être prudent au niveau de l'interprétation des résultats obtenus. Donc, il faudrait qu'on essaye de réduire nos coûts. Alors, comment on peut le faire? Là, il s'agit de décisions à prendre. Ça peut être en essayant de négocier avec nos fournisseurs, en essayant d'investir pour changer notre technologie. Ça peut être en augmentant les prix lorsque la concurrence nous le permet. Donc il y a un ensemble de décisions qui peuvent être prises à partir de ces éléments-là, mais pas seulement de ces éléments-là. Il faudra tenir compte d'autres éléments. Donc voilà une présentation simple rapide de la méthode des coûts complets. Évidemment, il y a d'autres méthodes de calcul des coûts qui peuvent être complémentaires ou qui peuvent remplacer éventuellement cette méthode, mais ça ne donne pas exactement le même résultat. Merci.